Merci à tous d'être dans ce salon rose. Première question, effectivement, c'est à quoi ressemblera notre santé demain? Comment serons-nous soignés en 2030? C'est évidemment le thème de Pharmacité cette année. Je voudrais juste, avant de vous présenter, avant qu'on puisse parler ensemble, poser le débat avec un chiffre. En 2030, il y aura 1000 milliards de données dans notre dossier médical du fait du développement de la génomique, des neurosciences, de nombreux capteurs électroniques connectés qui vont en permanence surveiller notre santé. Alors, ces révolutions médicales, à quoi faut-il s'attendre? Que vont-elles nous apporter? Et puis surtout, au fait, comment les patients et comment la société va accepter et va s'approprier ces avancées, ces progrès. Pour répondre, j'ai donc 3 témoins autour de moi. Vous avez tous d'une certaine manière un point commun. Lionel Nakache, vous êtes médecin chercheur, vous explorez le cerveau, un peu la dernière frontière inconnue du corps humain. Gérald Bronner, vous êtes sociologue, spécialiste de l'opinion publique, des croyances collectives. D'une certaine manière, vous sondez le cerveau des Français. Et puis Marine Barnerias, 24 ans, vous êtes atteinte de sclérose en plaques et vous luttez contre cette maladie dont le siège est justement situé dans le cerveau. Donc votre point commun, d'une certaine manière, c'est le cerveau. Je vais commencer avec vous, Lionel Nakache. Quand on vous dit santé en 2030, à votre avis, ce sera quoi les progrès? Où en sera la science en 2030 selon vous? Bonjour à tous. C'est vraiment un défi parce que cette question, évidemment, j'en ai aucune idée précise puisque 2030, c'est quand même assez loin. Mais ce que ça m'évoque comme questionnement, c'est le fait d'attirer notre attention sur le fait que nous traversons effectivement une période inédite pour plein d'éléments qui ont été rappelés, d'autres qui vont être soulignés, et que cette période-là, d'après moi, elle doit appeler de notre part un double regard. Un regard qui est porté par beaucoup de promesses qui sont en attente de réalisation, mais également un regard qui doit être animé par les potentiels risques qui peuvent être associés à ces grandes promesses. Et quand je dis ça, ce n'est pas comme une vieille barbe critique, c'est que les grands progrès sont associés aussi à des risques non moins importants, et la manière de les affronter de manière efficace, c'est depuis le départ de savoir à quoi on doit réfléchir. Je peux développer ce point, c'est peut-être pas le moment, mais j'ai écouté même par exemple le panel des 10 intervenants, des 10 citoyens, et pour moi ça renvoie à un point très très important, c'est qu'effectivement on voit qu'on évolue vers une médecine qui va être de plus en plus individualisée, de plus en plus préventive, de plus en plus faite sur mesure, essayer aussi d'être au plus proche du confort des patients que chacun d'entre nous peut être, et donc ça c'est très important, personne ne peut se lamenter de ça, mais ce qu'il faut redouter éventuellement, c'est qu'il y a encore aujourd'hui, et il y aura en 2030, des situations de grand handicap, des personnes qui ont besoin, qui sortent en fait, on va dire, de ce cadre très agréable a priori, et qu'il faut redouter que cette promesse qui va toucher une grande partie des citoyens, elle ne creuse pas un fossé avec une population de patients très lourdement handicapés, de handicap chronique, de handicap lourd, qui va encore exister en 2030, et de ne pas mettre un petit peu ça sous un tapis, et d'être capable d'avoir une vision du soin qui n'oublie pas cette partie des patients qui est très importante et qui ne va peut-être pas bénéficier de manière aussi rapide de ces progrès-là. Par exemple, un exemple de ce double regard. Alors, on reviendra sur les promesses et les risques. Juste d'un point de vue très concret, oui. Vous, en tant que spécialiste du cerveau, c'est quoi peut-être le point qui, selon vous, va changer dans les prochaines années? Alors, il y en a beaucoup, mais en neurologie, par exemple, il s'avère que moi, je travaille beaucoup sur la neurologie des troubles neuropsychologiques, donc les patients qui ont des problèmes de mémoire, d'attention, de langage, de conscience. Et au sein de ces populations de patients, les maladies les plus fréquentes et les plus connues aussi du grand public, c'est les maladies neurodégénératives. Il s'avère que si on regarde nos amis cancérologues ou hématologues qui ont pu faire des progrès considérables en 20 ans, considérables, ça n'a rien à voir avec ce que j'ai appris moi en études de médecine, eh bien nous, on est évidemment en attente de traitements de même nature en termes d'efficacité pour ces maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer et les maladies apparentées. Et il s'avère, personne ne peut faire de promesses, mais que le niveau de connaissance des mécanismes fondamentaux, qui reste encore avec beaucoup de questions, il a beaucoup avancé. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'essais cliniques en cours. Donc, pour répondre à votre question, des traitements efficaces sur les maladies neurodégénératives, ça, on est tous évidemment en attente de cette promesse, qui n'est peut-être pas si loin d'arriver, mais la recherche, c'est un peu difficile. Les chemins sont parfois tortueux. Des chemins tortueux, on y reviendra dans quelques instants. Marine, je voudrais vous entendre sur le côté patiente. Oui. Vous souffrez donc d'une maladie chronique, vous devez vivre avec. En tant que patiente, c'est quoi vos espoirs pour 2030 ? Alors déjà, bonjour à tous. Je suis ravie d'être parmi vous et d'entourer de spécialistes comme vous aujourd'hui. Alors moi, en tant que patiente, je vais vous donner ma vision de demain ou pour justement quelle est la médecine que j'espérerais avoir en 2030. Moi, elle va être tout simplement en lien avec la confiance que je vais pouvoir avoir avec mes médecins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je trouve qu'il y a une véritable fracture au niveau des patients et au niveau des médecins, dans le sens où
on est de plus en plus réfractaire au traitement, on est de plus en plus hermétique au vaccin. Il y a une espèce de conscience collective qui prend vie et qui peut être aussi dangereuse par rapport à ces nouveaux traitements qui vont arriver dans notre société. Et moi, ce que je souhaiterais juste pour 2030 et pour ces futures relations qu'on va avoir avec nos médecins, il y aura aussi de nouvelles maladies, je pense, qui vont se créer, qui vont se développer d'ici là, ça j'en suis convaincue. Et pour moi, ça serait tout simplement réussir à créer vraiment une relation beaucoup plus personnalisée avec mon médecin. Moins me sentir dans une boîte de conserve où on est tous atteints de la même chose, donc on est tous soignés pareil. Donc plus individualisé. Plus individualisé et tout simplement où aujourd'hui on est dans une société où quand on est atteint de quelque chose, on place souvent les solutions extérieures, à la fois médicales, en première ligne et l'humain après. Pour moi, l'un sans l'autre n'a pas de sens et il faudrait juste inverser la balance et mettre juste l'humain avant le médicament. On y revient dans un instant. Gérald Bronner, donc sociologue, c'est intéressant ce qu'elle disait Marine, elle parlait de confiance. À votre avis, comment est-ce que la société va réagir à toutes les promesses technologiques qu'on a devant nous? Marine parlait des vaccins, par exemple. C'est compliqué pour une société d'accepter aussi certaines innovations. Bonjour à tous. Oui, un des enjeux, en tout cas, effectivement, à l'horizon 2030, mais c'est facile, là, pour le coup, d'être un peu Nostradamus, parce que ce sont des enjeux qui sont déjà présents. Vous avez dit tout à l'heure que ce qui était le point commun entre nous trois, c'était le cerveau. Et j'aurais l'audace de dire que c'est même le point commun, je pense, de tous les gens qui sont ici. Je pense. Jusqu'à preuve du contraire. On espère, en tout cas. Et justement, c'est ce cerveau-là qui est porté par les patients, qui est en interaction avec un système complexe. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est qu'un patient ? On l'a tous été, donc c'est facile de le dire. C'est un individu qui se croit ou qui est porteur de symptômes et qui, à propos de ces symptômes, développe une narration, une pré-narration. C'est pour ça qu'il va chez le médecin, c'est parce qu'il pense qu'il est malade, à tort ou à raison, n'est-ce pas ? Eh bien, ce qui va être très perturbé, ce qui est déjà très perturbé à l'heure actuelle, c'est la nature de ce récit. Parce que ce récit, évidemment, il ne vient pas de nulle part, il n'émerge pas comme ça sui generis, il est informé en partie par la structuration du marché de l'information sur ces questions. Avant, si on avait des taches rouges, etc., eh bien, on demandait dans sa famille, et les anciens savaient mieux, ou que sais-je, des amis vous disaient « ouais, c'est peut-être une rougeole » ou que sais-je. Bon, on allait chez le médecin avec un récit préalable. Aujourd'hui, ce récit n'est pas informé de la même façon. Et c'est ça dont je vais parler dans nos échanges. Donc, et c'est tout à fait saillant dans les témoignages qu'on a eus. Une des grandes demandes, et Marine le souligne bien aussi, c'est la demande de participation. Il va y avoir une demande de participation accrue, d'interaction accrue. Alors, pour le meilleur, j'essaierai d'expliquer pourquoi, mais aussi pour le pire, parce que voilà, en tant que femme et homme de science, on essaye de regarder le réel tel qu'il est et non pas de vouloir qu'il se plie à ce qui nous semblerait être bien. Voilà, il faut bien distinguer les deux choses. Lionel Nakache, le patient aura, ça veut dire de plus en plus un rôle dans ce qui lui arrive. Est-ce que c'est pas un peu, enfin, c'est pas particulier? Ça veut dire que le rôle du médecin va diminuer? Enfin, comment on explique ça? Alors pour le coup, ça c'est même pas 2030, c'est déjà le cas. Et heureusement, et ça je pense à nouveau qu'on peut tous s'en féliciter, le fait qu'on soit passé, et une fois de plus, même quand je prends comme repère personnel, moi, l'évolution du cadre de l'exercice de la médecine depuis, moi j'ai fait mes études dans le milieu des années 80 maintenant, on est passé vraiment d'un modèle très très vertical, où le patient recevait un traitement, recevait un diagnostic un peu tétanisé, à une transformation dans laquelle le patient est un partenaire, comme ça a été mentionné par le chirurgien cancérologue, je crois, qui dit voilà, moi j'aime bien que le patient soit un partenaire de ce soin et de cette recherche. Et on peut dire, et ceux qui se souviennent bien, par exemple, je pense que tout ce qu'il y a eu autour de la prise en charge du VIH, du sida, a joué un rôle fondamental dans les milieux associatifs de patients, dans le fait de se dresser comme patient, de ne pas recevoir de manière passive. Donc ça, typiquement, à nouveau, je reprends la même posture que celle que j'introduisais tout à l'heure, Jean-Rémy, c'est-à-dire que ça, moi, en tout cas, personnellement, je pense comme l'essentiel d'entre nous, on ne peut que se féliciter du fait de se dire on continue à être, évidemment, soi-même, touché par une maladie, et on lutte pour arriver à... Ça, on s'en félicite, et je suis le premier à le dire. Mais de la même manière, je pense que, comme disait Gérald, sur le fait pour le meilleur et pour le pire, entre guillemets, le pire que moi j'ai pu observer comme clinicien, c'est que ce discours que je supporte, que je défends, du fait qu'un patient il doit être partie prenante du traitement,
il peut parfois, de manière un peu indirecte et involontaire, et un peu conduire sur ce que moi j'appelle des phénomènes de rupture d'empathie, des phénomènes presque de culpabilisation indirecte du patient qui en gros fonctionnent de la manière suivante. C'est de se dire, si le patient doit jouer un rôle actif, en tout cas peut jouer, s'il le veut aussi, ce n'est pas une normativité, si un patient décide de pouvoir jouer un rôle actif dans sa prise en charge, évidemment, il ne faut pas tomber non plus dans l'idée fausse, trop simple, que tout repose dans l'évolution de maladie sur cette volonté du patient. Et autrement dit, si à un moment donné la maladie devient trop forte ou dépasse les capacités, il ne faut pas du coup, au nom de ce modèle très simple, se dire, et surtout chez les bien portants qui voient le malade et qui ont peur de la maladie, de se dire, bah, si ça a récidivé, c'est de sa faute, il ne s'est pas vraiment bien battu. Et on voit parfois ça dans ces narrations, de dire, bah là, il n'avait plus envie de se battre. Il n'avait plus envie de se battre quand vous voyez des patients en face. Souvent, parfois ça peut être ça, mais souvent c'est pas ça. Souvent c'est qu'à un moment donné, vous avez quelque chose qui vous dépasse et vous n'y êtes pour rien. Et donc moi, je suis très sensible à ça. Et c'est un discours qu'on peut voir surtout chez les bien portants, à nouveau, et qui est un mécanisme un peu pervers. Moi, j'appelle ça une rupture d'empathie, c'est de se dire, on a peur de la maladie, on a peur d'être à la place du malade. Donc si on peut se dire, en fait, ça ne nous tombe pas dessus. Si ça tombe sur quelqu'un, c'est qu'il n'a pas voulu se battre, ou qu'il n'a pas pu se battre, ou qu'il ne s'est pas protégé, etc. Et évidemment, ça peut indirectement faciliter ces phénomènes de rupture d'empathie. Et donc, je reboucle sur mon discours. Évidemment que les patients, c'est très important. Chaque humain, voilà, comme Gérald l'a dit aussi, comme Marine l'a dit, on continue à être soi-même, même quand on est touché par la maladie. Donc, je pense qu'on ne peut que se féliciter de ça. Mais par contre, il faut faire attention à ce discours, ce qui peut charrier comme effet pervers. Mais je vous rejoins sur un point Oui. Où je suis en tant que patiente, je suis jeune, j'ai 24 ans, j'ai été diagnostiquée à 21 ans. Et en seulement 3 ans, j'ai vu même l'évolution au niveau des discours neurologiques. J'ai eu la chance de rencontrer différents neurologues à travers une aventure qui a changé ma vie après ce diagnostic-là. Et je suis très positive pour le futur. Sur les années qui vont arriver, parce que je trouve qu'on est dans une ère de transition où les médecins aujourd'hui ont ils ont vraiment une prise de conscience sur le fait que la communication doit changer entre le patient. Et j'ai eu la chance d'avoir des expériences négatives qui m'ont forgé, qui m'ont appris. Et heureusement qu'on passe par des choses négatives aussi et des rencontres qui sont assez brutales. Mais j'ai eu la chance de rencontrer des neurologues exceptionnels et des médecins incroyables qui placent le patient en première ligne. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est dans un monde où on communique toujours sur ce qui ne va pas. Et aujourd'hui, on a un rôle pour associer et pour assembler et pour remettre en avant aussi ces médecins qui se battent pour justement la communication avec le patient, qui se battent pour mettre le patient au cœur même de leur traitement et qui encouragent le fait de pas forcément prendre l'autoroute qui est prédéfinie, t'es diagnostiqué de ça, donc tu vas prendre ce traitement précis, qui vont réussir à s'adapter. Et ça, je pense que c'est très important de pouvoir réussir à les mettre en avant aujourd'hui. Vous l'avez vu, cette différence d'un médecin à l'autre, il peut y avoir des choses extrêmement violentes ou extrêmement bienveillantes. Mais c'est hallucinant. On se demande s'ils ont fait les mêmes études parfois. Non, je rigole, mais c'est vrai que c'est paradoxal dans le sens où j'ai été très étonnée de voir la manière dont on peut annoncer une maladie d'une manière très brutale, qu'on peut même, en tant que médecin, me montrer ce qui va m'arriver dans 10 ans en me disant, bon ben voilà, atteinte d'une sclérose en plaques, vous avez perdu 2 fois la vue, vous avez perdu votre jambe et votre main gauche, donc clairement, dans 2 mois, vous allez avoir ça, vous allez avoir ceci, ou dans le sens où j'avais le tableau de ce qui allait m'arriver. Aujourd'hui, comment on peut prédire quelque chose ? On ne peut pas prédire, on ne peut pas être certain de ce qui peut nous arriver. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est quand un médecin arrive, et mon neurologue justement que j'ai rencontré après avoir fait mon petit marathon neurologique, j'ai rencontré un neurologue qui m'a dit une phrase qui me parle pour moi énormément. Il m'a regardé après un long voyage que j'ai fait pour essayer de me reconnecter à mon corps qui était en train de s'en aller, à mon esprit et à mon âme. C'était entre guillemets un voyage intérieur pour retrouver juste qui j'étais à l'intérieur de moi. Donc je n'avais pas forcément pris le chemin comme tout le monde. Et mon neurologue, en rentrant de cette aventure, m'a regardée et m'a dit, écoutez Marine, c'est étrange, mais aujourd'hui, je soigne une patiente et je ne soigne pas des images. Et c'est vrai que c'est une phrase qui paraît peut-être cliché ou décalée, mais on ne se rend pas compte, en tant que médecin, la puissance des mots pour les patients. C'est-à-dire que les patients, aujourd'hui, vous, médecins, on avale vos paroles. Vous êtes, entre guillemets, les dieux du stade, quoi. Quand on vous regarde, on fait tout ce que vous nous dites. Et c'est vrai que c'est hallucinant le pouvoir que vous pouvez avoir sur une patiente ou sur un patient. Et aujourd'hui, ce que j'ai juste envie de partager à travers ces médecins qui sont dans cette salle, c'est rendez-vous compte de l'importance de vos mots, parce que tout ce que vous dites a un impact qui est immense chez nous. Et merci.
Avec la question, Marine parlait de l'annonce, aussi de l'information, parce que quand on a un petit ou un gros bobo, on cherche souvent de l'information. Et Gérald, je voudrais me tourner vers vous, parce que cette information, elle est disponible. L'information de qualité, d'ailleurs, est disponible. Elle est souvent difficile à trouver. On parle évidemment d'Internet. L'information, rechercher l'information pour le patient, ça peut être un piège aussi. Ça peut être clairement un piège. Ça dépend comment est structuré le marché de l'information. Ce qu'a dit Marine me paraît assez fort. C'est par exemple, il peut y avoir une confusion permanente entre la réalité statistique d'une maladie et sa réalité individuelle. Évidemment, on ne peut pas faire de prédiction. Et je ne doute pas que certains médecins soient particulièrement maladroits entre la transition de ces réalités statistiques et les réalités individuelles. Et donc, je suis pleinement conscient et tout à fait d'accord avec le fait qu'on peut pronostiquer que le rapport avec le patient, l'individualisation du diagnostic et même des ressources vont beaucoup se développer. Mais d'un autre côté, je ne sais pas d'ailleurs si ça sera un point de désaccord, je ne suis pas non plus pour oublier l'asymétrie qu'il existe entre un médecin et un patient, et notamment une asymétrie de connaissance. Je trouve qu'il y a un jeu de dupes à faire croire que le patient, qui connaît bien sa maladie, pourrait être un équivalent d'autorité avec le médecin qui a fait de la recherche pendant dizaines d'années sur cette question ou qui se nourrit de cette recherche. Pourquoi ça pourrait être dangereux ? Eh bien parce que précisément, ce que le médecin doit faire, il va faire de plus en plus, parce qu'il va être probablement soulagé, le médecin, d'un certain nombre de ses activités, peut-être même une partie de l'activité diagnostique, par exemple, qui pourrait être prise en charge en partie par des prothèses cognitives que sont les intelligences artificielles. Mais ce qui est sûr, c'est que donc une part de sa profession, et c'est essentiel, va être dans la relation humaine avec son patient. Et donc, il est important qu'il comprenne les raisons de son patient, mais ça ne veut pas dire lui donner raison. C'est une différence essentielle. C'est très important, je vous rejoins complètement. Et pourquoi ? Parce qu'effectivement, on le sait, beaucoup de médecins le voient, les patients viennent de plus en plus avec un pré-diagnostic, armés d'une narration. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression leur propre de savoir. récit. Oui, si vous allez, j'ai fait le test, si vous allez sur Doctissimo, qui n'est pas un mauvais site par ailleurs, et que vous tapez rougeur, vous arrivez en un lien ou deux à cancer ou maladie cardiovasculaire. Donc, là, c'est super anxiogène. Et c'est très anxiogène. Il y a une raison toute simple, mais il y a beaucoup de raisons à cela, mais il y a une raison toute simple, c'est que, en général, quand vous donnez votre témoignage en tant que malade, c'est que vous avez eu des effets assez dramatiques ou importants des symptômes. Si vous avez des rougeurs et que rien ne s'est passé, ça ne vous viendrait même pas l'idée de déclarer. Donc en fait, il y a déjà un biais de recrutement dans ces témoignages. Or, en tant que patient potentiel, vous allez être influencé par la structuration de ces témoignages. Et vous allez prendre la visibilité de certains symptômes pour de la représentativité. Et vous allez arriver avec la peur au ventre et éventuellement avec une forme de défiance vis-à-vis du diagnostic que le médecin va poser si vous n'êtes pas d'accord avec ce diagnostic. Parce que rien n'est plus dangereux pour la connaissance que l'impression de savoir. Ce n'est pas l'ignorance qui est dangereuse. Donc on a un double fait, c'est que d'une part, la connaissance des patients permet, parce que précisément chaque maladie finalement se déploie de façon quand même relativement, on va dire, idiosyncratique, individuelle, même si elle a une réalité statistique. Et donc, ce qui est formidable dans la participation des patients à la connaissance, c'est la détection de rareté. Il y a des gens qui vont réagir de façon rare. Et il y a une information à recueillir. Le médecin, il peut avoir accès à un échantillon finalement assez limité. Donc la mutualisation de ces informations, elle est formidable. Mais en même temps, n'est-ce pas, il faut bien prendre en compte les flux de crédulité que ça peut générer. Et notamment, il y a des alertes, par exemple sanitaires, qui sont empoisonnées, dans le sens où elles vont développer des symptômes. Je vais raconter une brève histoire, très, très rapide, on pourra revenir là-dessus. Une histoire assez connue, c'est ce qui s'est passé à Saint-Cloud. Vous savez qu'à Saint-Cloud, ils ont mis des antennes relais, 3 antennes relais, et les gens ont commencé à ressentir des symptômes. Problèmes dermatologiques, insomnie, ils sentaient même une odeur, un goût d'acier dans la bouche, n'est-ce pas ? Et là, c'est remonté jusqu'aux médias, évidemment ça a amplifié les symptômes ressentis dans la population, jusqu'à ce que l'opérateur en question soit contacté et dise « c'est un peu étrange parce qu'en fait on ne les a pas encore branchées, ces antennes relais ». Donc là on voit bien une épidémie de symptômes ressentis. Il y a bien une narration qui précède les choses. Ça ne veut pas dire que ces gens ne souffrent pas, entre parenthèses, parce que précisément, les électrosensibles ne souffrent peut-être pas des mots qu'ils croient, mais ils souffrent vraiment, parce qu'on en a passé certains en IRM fonctionnel, et on voit qu'il y a une activation, ce qu'on appelle la neuromatrice de la douleur. Donc, il faut prendre au sérieux les raisons qui sont données par les patients, mais pas forcément leur donner raison. C'est une question de croyance. Vous, quand vous voyez des patients, est-ce que parfois vous êtes un peu confronté à des patients qui ont l'impression de savoir tout sur les maux dont ils souffrent et vous devez un peu désamorcer et réexpliquer
Tout non, c'est assez rare, mais par contre, effectivement, et chacun d'entre nous, cet aspect de narration, il existe chez les patients, il existe également chez les médecins. Et là, en revenant, moi je suis tout à fait d'accord avec les deux interventions de Gérald et de Marine, avec à la fois le fait que faire croire qu'il faille abolir l'asymétrie de la relation de soins, c'est absurde, parce que déjà les conditions de cette rencontre ne sont pas des conditions symétriques. On vient voir quelqu'un parce qu'en tant que patient, on cherche une aide, un soutien. On ne peut pas annuler ce cadre et le transformer en une relation amicale, on prend un café ensemble, ça serait démagogique, ou ça serait, voilà, ce qui n'empêche pas d'être humain, ce qui n'a rien à voir, voilà, mais d'être juste sur le rapport. Et ce que disait Marine aussi sur l'aspect du diagnostic et du pronostic, je voudrais juste rappeler un point très important. Un des sujets à la mode aujourd'hui est ce qu'on appelle les biais cognitifs, c'est-à-dire comment est-ce qu'on ne pense pas en table rase, on pense avec plein d'a priori, plein de façons de voir le monde, de croire des choses, de se raconter des histoires sans même voir qu'il y a une dimension d'histoire. Eh bien ça existe aussi évidemment chez les soignants, parce que les médecins sont comme les patients, c'est les mêmes, c'est des humains tous. Et je voudrais revenir juste sur un point qui est vraiment au cœur de nos considérations sur comment on se raconte des histoires et qu'on peut étudier chez les patients neurologiques, neuropsychologiques, etc. On a une recherche de sens. Vraiment, c'est-à-dire on a beaucoup de mal à prendre une information sans pouvoir en faire un récit, sans pouvoir répondre aux questions que nous pose le fait de rencontrer ces informations. Et j'aimerais insister sur un point, un biais cognitif, c'est que quand on est soumis à une question à laquelle on ne sait pas répondre, et il y en a beaucoup dans la vie, notre intuition primitive, même sans qu'on s'en rende vraiment compte, c'est de répondre à une question qui n'est pas celle qu'on se pose, mais une question à poil décalée, mais qui n'est pas la même, mais à laquelle on sait répondre, et d'utiliser la confiance qu'on a dans cette réponse à laquelle on sait qu'on sait répondre, pour la transférer en termes de confiance sur une réponse à une question à laquelle, en fait, on ne sait pas répondre. Et je pensais à ça en écoutant Marine, c'est qu'en médecine, de plus en plus, on devient, on pourrait dire, vraiment de plus en plus précis, adapté en termes de diagnostic. C'est-à-dire qu'on arrive assez précisément à répondre assez précisément à la question du diagnostic, même dans les situations aiguës. Mais la question du pronostic, que va devenir un patient ? Comment sera-t-il dans 5 ans, dans 10 ans, dans des maladies chroniques ? Il faut dire que cette question-là, on est extrêmement mauvais. C'est pire que la météo, évidemment, à prédire. On est très, très mauvais. Et donc, ce qu'on peut observer, et c'est peut-être ce dont vous avez fait l'expérience à un moment donné, Marine, et c'est quelque chose d'omniprésent chez tous les soignants, c'est que confronter à une question, celle du pronostic, qui est très difficile, souvent, on est poussé, pour notre confiance qui grandit dans le diagnostic, à assurer une réponse pronostique qui, en fait, n'est pas assurée. Et effectivement, on ne soigne pas des images, on soigne des êtres humains, mais surtout, une vision statique de l'état d'une maladie ne permet, sauf dans des cas très radicaux extrêmes, de pouvoir vraiment assurer quel va être le devenir. Donc ça, voilà un exemple aussi de ces schémas. Mais ce que j'aimerais juste rebondir sur ça, c'est en parlant justement de la relation patient-neurologue ou patient-médecin, je ne souhaite absolument pas, mon message n'est pas que le médecin devienne un psychologue, loin de là. Je viens voir un médecin pour son expertise, pour ses compétences et pour avoir justement cette asymétrie quand même. Je viens voir un médecin pour qu'il puisse me conseiller par rapport à toutes ses compétences. Maintenant, aujourd'hui, ce que j'ai constaté, c'est que le médecin doit aussi, lui, avoir une certaine humilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte, à travers ces différents médecins, qu'il y avait pas forcément cette humilité d'oser dire on ne sait pas. Et aujourd'hui, on est dans un monde très universel où tout le monde, on se dit qu'on est tous pareils, on fait tous les mêmes choses. On prône la différence, mais au final, concrètement, dans les faits, on ne le fait pas vraiment. Et pour moi, chaque être humain est unique et authentique. Il n'y en a pas un qui se ressemble. Tout à l'heure, je parlais derrière le grand écran, là, magnifique, avec un spécialiste des gènes. Excusez-moi, je ne sais pas trop le terme. Mais on a tous des gènes complètement uniques et on est tous des individus uniques. Et à partir de ce moment-là, on peut très bien avoir des traitements qui regroupent des pathologies, j'en ai conscience, mais juste essayons d'individualiser davantage parce que un traitement qui correspond à beaucoup de ces pères-héros, je les appelle comme ça, ceux qui sont atteints de la sclérose en plaques, un traitement qui correspond à beaucoup de ces pères-héros ne correspondront pas à tous. Et c'est ça qui est important d'avoir en tête, c'est que chaque traitement doit être adapté à chaque individu. Je voudrais quand même qu'on revienne sur la question de comment serons-nous soignés demain. On en a parlé brièvement tout à l'heure, de l'intelligence artificielle. Et qu'est-ce que ça va changer, à votre avis ? C'est déjà un peu une réalité, mais demain, ça va changer quoi ? Oui, alors, je ne suis pas un expert en intelligence artificielle. L'intelligence naturelle me préoccupe déjà suffisamment. Mais évidemment, ça nous intéresse tous. Et ce n'est pas être devin aujourd'hui de savoir que ça commence à transformer. Ça va transformer nos pratiques. Et là, je rebondis aussi sur ce que disait Gérald. Moi, ma position, elle est très simple.
c'est qu'à partir du moment où vous avez, appelons ça une prothèse, quelque chose qui va faire mieux que vous, répondre à une question très délimitée, très sectorisée, ça serait idiot de ne pas l'utiliser si vraiment la performance est utile. Et 2, ça serait encore plus idiot, sachant que ça marche, de vouloir faire la même chose qu'elle en moins bien. Autrement dit, ce que je veux dire, c'est que si on développe ces outils-là, ce que ça va nous permettre de faire, c'est de modifier, de redéfinir la place du médecin, non pas en abolissant ses fonctions, mais par exemple en disant, eh bien, il y aura des tâches, par exemple, on pourrait appeler de méta-contrôle, d'arriver à se dire, de garder un esprit critique sur le résultat, et c'est déjà le cas dans différentes situations, comme typiquement, il commence à y avoir des algorithmes de classification d'images ou de EG, etc. Ou pour les mélanomes, dans Nature, il y a 1 an ou 2, il y avait la société DeepMind de Denis Anabis qui avait entraîné un système d'apprentissage profond pour développer une expertise d'identification mélanome, pas mélanome, sur une banque d'images avec des labels expertisés de dermatologues certifiés. Et in fine, vous pouvez avoir une performance pas si mauvaise. Donc tous ces outils ils vont se développer. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus de dermatologues ou qu'il n'y aura plus de neurologues et tout, mais c'est-à-dire que la fonction va être double, va être plus intelligente en termes de vérifier l'expertise de ces processus et surtout, comme on l'a dit tous les trois, pouvoir avoir plus d'attention et de temps qui soit dévolu dans la relation intersubjective entre le patient et le médecin, en prenant en compte ses schémas narratifs, en prenant en compte la façon de laquelle les messages sont délivrés, compris, et aussi sa propre humilité. Et je vois là, moi, quelque chose de fondamental. Et dans cette période de transition qu'on vit, je pense par exemple au dossier informatisé, le pire qui puisse exister pour moi, c'est que vous arrivez en consultation et votre médecin, il se comporte comme une sorte d'algorithme en fait, qui remplit sur un PC pendant une demi-heure, alors qu'une consultation va durer 25 minutes. Et que vous avez... Donc évidemment, là c'est la période de transition. Mais ce à quoi il faut être sensible, c'est qu'il faut arriver à se délester de certaines fonctions, non pas pour abandonner l'expertise, mais pour arriver à un niveau d'expertise encore plus développé. Est-ce que, Gérald, ça peut changer? On parlait tout à l'heure de l'asymétrie qu'il y a forcément entre un patient et un médecin. Est-ce que le fait de développer des outils informatiques donc très performants, est-ce que ça peut jouer sur cette asymétrie? Est-ce que ça peut, d'une certaine manière, changer la place du professionnel? Ça ne changera pas l'asymétrie, disons, de connaissances qu'il y a entre les deux a priori. Qu'est-ce que c'est que finalement ce qu'on appelle l'intelligence artificielle? Ça fait longtemps que l'humanité a mécanisé un certain nombre de gestes. Je veux dire, la machine vapeur, c'est une externalité. On a externalisé des gestes physiques qu'on a implémentés finalement dans une machine. On s'est débarrassé d'un certain nombre de gestes. Aujourd'hui, la grande révolution, c'est qu'on peut externaliser des gestes, entre guillemets, je vais filer la métaphore, cognitifs. C'est-à-dire des activités cognitives. Et dans le fond, je suis tout à fait d'accord avec ce que Lionel Nakache a dit, dans le fond, je crois que les robots vont nous rendre plus humains, en réalité. Parce qu'on va externaliser toutes les tâches algorithmiques qui sont en fait un peu chiantes, en réalité. Et donc, ça va laisser toute la place aux médecins de faire bien ce que, par contre, pour l'instant, dans l'état actuel, une intelligence artificielle ferait beaucoup, beaucoup moins bien que lui. C'est-à-dire le rapport si spécial, si individualisé, informé d'une connaissance statistique, bien entendu, de la maladie, mais cette connaissance statistique, elle sera peut-être mise plus facilement à disposition par des activités diagnostiques d'une intelligence artificielle. Il y a quand même un deuxième intérêt, c'est comme l'a bien dit Lionel, les médecins sont aussi des êtres humains. Ça veut dire qu'ils sont traversés de biais cognitifs. Nous, on a fait des tests, par exemple, sur ce qu'on appelle, c'est très connu en médecine, vous saurez tout qu'est-ce que j'entends par là, le faux positif. C'est un drame, c'est un défi intuitif, la question du faux positif, parce qu'on n'est pas naturellement bayésien, on ne fait pas naturellement des probabilités conditionnelles. Voilà. Et bien ça, les médecins professionnels, on le sait, hein, les tests l'ont montré, sont tout à fait capables de tomber dans ce piège-là. Aussi intelligent soit-il, ça n'a rien à voir avec l'intelligence. C'est une mauvaise suggestion de notre esprit. Et bien avoir une petite prothèse cognitive qui sait bien identifier ces cas en disant, non pas prenant la décision à la place du médecin, mais en lui disant attention. Et pas comme votre voiture, si vous roulez trop vite, peut faire un bip bip, enfin bref, toutes sortes de prothèses. Moi j'ai des prothèses, voilà, parce que la nature m'a maltraité du point de vue de la vue et je vois pas très bien. Ben, j'ai une prothèse et puis ça reste que je reste un être humain malgré cette prothèse. Ça ne m'enlève rien de mon humanité, au contraire, je vous vois mieux et c'est plus facile pour moi de vous aimer. Hein. Une réaction peut-être, Marine, à tout ça sur la question de l'intelligence artificielle? Alors moi déjà, si vous, chers spécialistes, je signe tout de suite si ce que vous dites s'avère vrai en 2030, parce que les robots rendent plus humain justement la médecine, mais qu'est-ce que je serais ravie et j'espère que ça sera le cas. Moi j'ai juste une question, parce que je suis loin d'être une experte dans ce domaine d'intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que l'homme peut réussir à contrôler cette évolution technologique et cette évolution et cette robotisation afin de garder
une certaine humanité, parce qu'aujourd'hui, on a plein d'espoir, on a plein d'espérance au fait que l'intelligence artificielle puisse éventuellement, pas déshumaniser, mais humaniser. Mais est-ce que c'est pas une utopie? Est-ce que c'est vraiment possible? Ça serait ma question, moi. Personne n'a de réponse, évidemment, comme toutes ces questions. Mais ce qu'on peut faire dans les questions où on n'a pas de réponse, c'est se tourner vers le passé avec des situations qui peuvent ressembler plus ou moins. Et comme le disait Gérald, des prothèses cognitives, il y en a déjà eu. Et en fait, ce qu'on appelle l'histoire, le passage de la préhistoire à l'histoire, c'est quand même l'invention par l'homme de l'écriture et de la lecture. C'est-à-dire de la première prothèse cérébrale, sans fil déjà à l'époque, où vous stockez des pensées extérieures dématérialisées. Toutes ces questions, on pourrait imaginer. Le fait de se dire on va inventer le livre, allez, pour accélérer. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? On le sait, comme toutes les grandes découvertes, ça va recomposer le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes nos sociétés intègrent la lecture. Si vous ne savez pas lire, alors que ce n'est pas un apprentissage automatique, mais si vous, naturel, non socialisé, si vous ne savez pas lire, vous êtes handicapé dans une société. Ce qui n'était pas le cas avant. Donc on a créé, par cet énorme progrès, aussi de nouvelles situations de handicap auxquelles il faut savoir apporter des réponses. Ça s'appelle l'éducation, l'instruction, le droit à l'éducation, etc. Et de la même façon, le livre lui-même, ça peut être le meilleur et ça peut être le pire. Ça peut être Mein Kampf et ça peut être un traité un poème, un roman, quelque chose qui va vous toucher, la Déclaration des droits de l'homme. Donc je pense qu'il faut toujours, à chaque fois, moi j'aime pas courir après la complexité pour la complexité, il faut la mettre juste quand il y en a besoin. Et l'équilibre de cette complexité voilà, peut être possible. Et en tout cas, c'est le défi qu'on doit relever. Ça ne veut pas dire qu'on va le réussir, mais qu'il est a priori, moi je pense, a priori possible. Mais une fois de plus, comme tous les points qu'on a vus, je pense qu'il faut chaque fois garder ce double regard, se dire en quoi quelque chose est intéressant, porteur de quelque chose que nous poursuivons, qui nous semble intéressant, et en quoi aussi il faut prendre en compte très sérieusement les possibles risques associés à toutes ces... À toute cette digitalisation. Quoi. Oui, par exemple, exactement. Je ne saurais mieux dire. Évidemment, la technologie peut produire le pire comme le meilleur. Et le problème, c'est que dans l'état actuel, je parlais du marché de l'information, il y a une intrication forte entre les activités humaines et des existences d'algorithmes. En fait, pour bien faire, il faut mettre finalement ces algorithmes au service du bien commun. Ce qui n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Par exemple, sur les questions de santé, on sait que ce marché de l'information, on parle d'Internet, grosso modo, est largement dérégulé. Auparavant, le marché de l'information, il était régulé par les journalistes, par ce qu'on appelle dans la théorie de la communication les gatekeepers, les gardiens du seuil. Aujourd'hui, c'est formidable, tout le monde peut s'exprimer. Donc ça, je le dis sans ironie, c'est tout à fait formidable. Mais il y a des aspects négatifs, c'est que tout le monde ne s'exprime pas de la même façon. C'est une drôle de démocratie parce que certains votent 1000 fois, tandis que d'autres ne votent jamais. Et sur les questions de santé, précisément, ceux qui votent beaucoup, malheureusement, qui donnent une grande visibilité à leur point de vue, sont quelquefois les croyants, les porteurs de crédulité. Sur le vaccin, vous avez évoqué la vaccination. C'est que les croyants, voire ceux qui ont même un agenda quasi politique sur certaines questions. Ok, bon, je mets de côté les acteurs mal intentionnés. Ils existent, bien entendu, mais s'il n'y avait que eux, on pourrait s'en sortir. Le problème, c'est que la plupart des porteurs de crédulité sont tout à fait sincères. Ils sont sincères parce que ce sont des sujets très techniques, les vaccins, les adjuvants, etc. Mettez-vous à la place de nos concitoyens. C'est très difficile d'y voir clair. Et si, quand vous utilisez Google, vous tapez vaccin danger, par exemple, eh bien, dans les 30 premiers sites, vous avez 80% de sites qui sont favorables ou plutôt défavorables au vaccin. Il est normal que cette structuration du marché de l'information elle ait un impact statistique sur les récits dont on parlait. Et ce que j'observe, moi, en tant que sociologue, je m'intéresse beaucoup aux croyances, c'est que les croyants ont pris la main sur plein de sujets. Même sur le monstre du Loch Ness, par exemple, aussi loufoque que ça puisse paraître, si vous tapez monstre du Loch Ness, vous allez avoir un certain nombre de sites qui défendent des arguments qui peuvent être troublants, parce que tout peut être troublant. Vous avez vu que même aujourd'hui se redéveloppe l'idée que la Terre serait plate. Donc à partir du moment où il y a ce qu'on appelle les platistes, à partir du moment où les platistes rencontrent un certain écho, je dis tout est possible. Et en matière de santé publique, c'est évidemment particulièrement dangereux. C'est particulièrement dangereux parce qu'on ne s'en sort pas, parce que tout cela fait en sorte, met à disposition des masses d'arguments que même les professionnels ont du mal à défaire. C'est ce que j'appelle des millefeuilles argumentatifs. On ne sait pas très bien comment réagir. Eh bien, l'intelligence artificielle et les algorithmes pourraient nous aider. En identifiant les fake news, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent là-dessus. Alors, il y a pas mal de faux positifs, malheureusement, mais avec une certaine probabilité, on peut non pas interdire, il ne faut pas censurer ce marché, mais on peut peut-être ralentir la diffusion de ces fake news, parce qu'un article de Science que vous avez peut-être vu, qui est apparu il y a 3 mois, je crois, 3-4 mois, montre que sur Twitter, les fake news se diffusent 6 fois plus vite que les autres informations. Donc, vous voyez, sur ce marché concurrentiel, la vérité ne l'emporte pas toujours. Il nous reste 20 secondes. J'ai malheureusement le temps de poser qu'une seule question et je vais vous la poser à vous, Marine, parce qu'elle finalement votre point de vue sera intéressant.
on parle beaucoup de démocratie sanitaire, de l'implication des patients dans la chaîne de décision, etc. etc. Mais comment faire pour restaurer... voilà, il y a une crise de confiance, comment faire pour la restaurer? Vous, en tant que patiente, je pense que finalement, votre point de vue est intéressant. Comment restaurer la confiance vis-à-vis du sanitaire? Moi, je trouve que justement, en tant que patiente, vous parliez tout à l'heure de désinformation sur les réseaux sociaux. Et moi, je trouve que justement que toutes ces technologies qui sont certes très prometteuses et qui nous ont aidés à communiquer, à partager, à avoir énormément d'informations, peuvent être très dangereuses. Et aujourd'hui, en fait, pour moi, il faudrait plus de transparence. Plus de transparence, surtout au niveau des labos pharmaceutiques, au niveau des recherches. Parce qu'aujourd'hui... Parce qu'aujourd'hui, de manière très extérieure, j'ai eu la chance de rencontrer plein de patients, peut-être moins que vous évidemment, mais j'ai eu la chance de rencontrer énormément de patientes et de patients. Et il y a cette espèce de conscience collective où on se dit directement, labo pharmaceutique est égal pognon. Clairement. Et en fait, on a du mal à imaginer, et ce qui peut être dangereux, parce que les labos pharmaceutiques servent à la recherche, servent à créer des nouveaux traitements, peuvent sauver des vies, et en ont sauvé des millions. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de transparence au niveau budgétaire, au niveau des raisons pour lesquelles on fait ça. Par exemple, par rapport au vaccin, il y a eu une polémique qui a été énorme, parce que je pense que ça manquait aussi de transparence, mais dès le plus jeune âge, en fait. Dans les écoles, on a besoin de ça, je pense. Et donc une meilleure Beaucoup plus jeune. Et donc une meilleure information. Merci beaucoup. Je suis désolé, il faut qu'on arrête. En tout cas, c'est passionnant. Merci, j'étais honorée d'être avec vous, messieurs. Merci beaucoup, Gérald. Merci Lionel. Et merci beaucoup, Marine, pour tout ce débat.